Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du parfait Théo Rivière. Bonsoir Théo. Wow, bonsoir Zéphiriel, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré et un enregistrement d'autant plus spectaculaire que je peux te toucher, on est dans la même pièce. C'est vrai et tu me touches à l'instant, c'est très bizarre. Effectivement, nouveau format, comme je disais, nous sommes déjà physiquement dans la même pièce, comme tu le disais, c'est pas mal, c'est rare, c'est la deuxième fois que ça nous arrive, ce qui est à noter d'une pierre blanche. Mais en plus, vous l'entendez autour de nous, il y a un peu de bruit, donc nous sommes dans un contexte particulier, nous allons parler de jeux, mais plus précisément de création de jeux dans un bootcamp. Mais qu'est-ce qu'un bootcamp, Théo ? C'est une très bonne question. Au départ, je crois que c'est du vocabulaire sportif, mais nos invités mystères pourront nous le décrire un peu plus en détail. Et qui sont ces invités mystères ? Incroyable, est-ce que vous voulez vous auto-présenter ou est-ce qu'on les présente ? Je pense qu'on peut les présenter, vas-y, lance. À ma droite, l'incroyable Céline de Greux Games. Salut Céline. Salut Théo. Salut Zef. Et à ta gauche, l'incroyable Flo de Greux Games. Salut Flo. Bonjour. Donc effectivement, nous sommes au bootcamp de Greux Games, la V2 de ce bootcamp, qui est assez exceptionnel dans le monde ludique, parce que je crois que c'est un peu... Vous êtes pionnier dans ce système. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, c'est la seconde édition ce que je vais appeler moi le Greux Camp, parce que c'est comme ça que je l'ai mis dans mes notes. Comment est venue à la base l'idée de faire ça ? Céline, Flo ? Flo. Allez Flo. C'est son idée à la base. Hein. L'idée c'était d'aider les gens. En fait, on discutait avec l'équipe. On discutait des difficultés d'être auteur, de se lancer dans l'édition et notamment avec Adrien qui rebondit beaucoup sur toutes mes interrogations en fait. Il m'a dit mais c'est hyper intéressant, vas-y approfondis un peu ce que tu dis. Donc je disais tu vois au début je savais pas comment faire un proto, je savais pas qui rencontrer, je savais pas à qui demander de l'aide, je savais pas quoi faire, etc. Il m'a dit mais c'est assez puissant ce que tu fais. Il utilise beaucoup le mot puissant. C'est puissant ce que tu dis là. Et de fil en aiguille on s'est dit mais viens on organise quelque chose qui permet aux gens de gagner de l'XP en très peu de temps et surtout de les sortir de leur endroit où il y a personne pour demander, où ils ont personne pour demander ses conseils en fait. Et en fait une des choses que je m'étais dit c'était parce que je lui dis moi ce qui m'a sauvé la vie c'est le compagnonnage un peu, c'est une sorte de forme de compagnonnage de copain auteur, tu vois. Notamment Ludovic Maublanc, il m'a pris sous son aile un peu. Lui, il a pas eu ça comme ça, je pense. Il s'est dit tiens, on fait un proto pour déconner. On est parti, on a fait un proto, mais pour moi j'ai appris énormément. J'ai appris à faire un prototype sur PowerPoint, j'ai appris à l'imprimer, à acheter du matériel pour imprimer mon prototype, pour le découper correctement. Alors que je faisais qu'un travail dégueulasse au départ, j'avais toujours des protos pourris, vraiment moches. J'étais pas content, du coup j'étais pas fier, j'osais pas les présenter. Et donc c'est parti là-dessus. J'ai essayé de me dire qu'est-ce que j'aurais voulu comme conseil, comme chose qu'on pourrait m'apporter pour me faire progresser à ce moment-là, tu vois, j'essaie de me parler au moi de l'époque il y a 10-15 ans, tu vois, et de là, de fil en aiguille, on a discuté, on en a parlé aussi à Théo, en lui disant on a ce projet, qu'est-ce que t'en penses ? Théo, il a dit mais ouais, trop chaud, effectivement, c'est hyper intéressant. Ça faisait écho aussi à son prototype, ce qu'il venait soit de lancer ou qu'il allait lancer, peut-être que tu avais déjà lancé, tu avais déjà fait un numéro, enfin bref, je crois que tu avais déjà lancé. Mais en tout cas, il y avait vraiment écho avec Théo de vouloir aider les jeunes auteurs et autrices à se dire vous êtes dans votre coin, vous avez personne autour de vous, on peut créer quelque chose pour vous aider, voilà. Ok, Théo, du coup, quand on est venu te voir, toi, ça t'a parlé tout de suite alors ? Moi, ça m'a hyper séduit très très vite en fait. Parce qu'à la fois, il y avait ce côté de... Effectivement, c'était dans la lignée et de 6388 et de ce que je fais sur Twitch, d'aider les gens qui ont des questions sur les protos. Et en fait, c'est dur de les aider autant que ça. Et ce que je fais sur Prototypes, je suis très content, mais c'est un peu frustrant j'observe des prototypes et je peux pas y jouer. Je vais pas recevoir des gens chez moi, jouer à des trucs et tout, j'ai pas le temps. Et donc, je sens que j'effleure un peu et que je donne des conseils et je suis très content de les donner. Pareil, sur 6388, on va pas jusqu'au bout de la démarche parce qu'on reçoit pas les gens dans notre bureau pour les faire jouer à la fin. Et donc, il y avait un truc assez logique dans le faire plus et faire un peu mieux, en fait. De se dire, on va créer un cadre, il va y avoir quelque chose. Et ces personnes qui ont envie d'être accompagnées et qui ont envie de pousser le truc jusqu'au bout, on va le faire le mieux possible, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que tu peux faire quand tu reçois des demandes par mail ou sur les réseaux sociaux où moi j'essaye de répondre mais je peux pas passer 4 jours complets quoi. Donc il y avait vraiment un truc très séduisant
Et j'étais couplé au fait que Céline, Flo, je les connais très bien. On a déjà fait des jeux ensemble. Je savais déjà que c'était des gens sérieux. J'étais en confiance. J'avais le background de Flo sur la création ludique et cette idée de se dire on le fait, mais mettait aussi en confiance sur. C'était pas une opération commerciale un peu naze de se dire on fait ça parce qu'on va le faire comme ci, comme ça. Il y avait vraiment un truc de ah oui, c'est dans la lignée de ce que j'aime bien dans le milieu. On le fait bien, mais on le fait pour accompagner les gens et au global aider les gens à progresser. Donc j'ai été séduit hyper fort, hyper vite quoi. Céline, toi, quand Flo est venu voir avec l'idée, j'imagine que tu as été séduit directement aussi. Oui, après moi je suis toujours un petit peu plus mesurée sur tout. Lui il est ultra emballé tout le temps sur plein de choses, sur plein de créations et moi je fais oui ok, il faut voir comment enfin moi je suis plus comment on va organiser ça. Le cadre, l'administratif qui va avec. Combien ça va coûter, combien on peut proposer ça, enfin tout plein de choses en fait. La question me vient tout de suite de savoir comment on va pouvoir caler ça pour que les gens soient intéressés suivant le prix, c'est bête mais ça compte, et aussi ce que ça va nous coûter nous, mais pas que au niveau argent, mais ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça avec le reste, parce que ça prend quand même pas mal de temps en organisation et justement, du coup, tu anticipes ma prochaine question. C'est quoi les premières difficultés que vous avez eues pour monter ce camp? Une fois que les premières questions financières sont réglées en se disant ok, quel est le tarif qu'on peut proposer ce genre, quelles sont les vraies difficultés que vous rencontrez? Je sais pas si on a eu vraiment des grosses difficultés. Non, si. On s'est fait chier. Ah oui, ouais, non, mais oui, mais c'était pas des difficultés majeures. Ce que je veux dire, c'est que ça a été long à préparer, mais. Non, mais le premier quand même, le premier du coup, on a eu du mal à trouver la salle. Enfin, il a fallu qu'on aille. Alors, pour être franc, en fait, du coup, la salle, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai bossé au CHU. Le CHU avait une salle super dans la montagne. Donc en fait, on a contacté le CHU, savoir si on pouvait louer la salle. Oui, vous pouvez louer, mais il faut être partenaire du CHU. Bah, très bien, on crée un partenariat avec le CHU. Donc on a créé un partenariat avec le CHU, on leur a fait des réductions sur notre boutique, on a fait des trucs et tout. Et derrière, après, on a pu avoir accès à louer la salle. Donc on a fait le contrat, on a loué la salle. Arrivé dans la salle, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de matériel pour dormir, il n'y a rien. Enfin, il y a des lits, mais c'est tout quoi. Donc il a fallu qu'on aille acheter des draps. C'est aussi pour ça que le premier était. Le premier, on l'a fait on n'a rien gagné parce qu'en fait, le premier, on s'est fait chier un peu parce que on trouvait pas de salle correcte et la seule salle qui nous était correcte pour nous, quand je dis chier, c'est juste que ça a été du travail, hein, mais ça a été un plaisir de le faire. Mais on a dû aller le week-end aller acheter des trucs spécialement pour pouvoir loger tout le monde. Tu vois, c'est loin. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens plus, mais effectivement. Après, on a stressé beaucoup. Du coup, on avait du mal à trouver le traiteur qui allait bien, qui permettait de faire des trucs vegan, de faire tout ce qu'on voulait un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que chacun puisse être bien et manger à sa faim sans avoir à se priver parce que donc on a fait attention aux intolérances au lactose, on a fait attention au vegan, au régime alimentaire et en fait du coup il y a eu beaucoup d'échanges avec le traiteur mais on y est arrivé à trouver le traiteur. Au début c'était un peu compliqué, il ne répondait pas, c'était un peu voilà. Bon, ça s'est bien passé finalement. Après il y avait quand même la peur de se dire est-ce qu'ils vont bien manger, est-ce que les gens vont bien manger, tu vois, quand t'accueilles des gens t'as envie qu'ils mangent bien quand même. Donc t'as ça, t'as bien logé. Il y avait aussi la question de tu doutes toujours de ce que tu vas faire aussi. C'est génial, la pertinence du truc, en fait, au niveau com et au niveau, je veux dire, attirer les gens à ça. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu une meilleure réponse que ce que vous pensiez? Est-ce que vous avez eu trop de demandes et du coup, ça a été positif en disant ok, les gens sont intéressés? Ou est-ce que ça a été... On a eu des demandes correctes. En fait, on a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés. On a eu plein de mails de gens qui disaient c'est pas le bon moment ou ça coûte un peu cher pour moi, ce qu'on pouvait comprendre. Mais nous, donc c'était à 900 € déjà le prix. Mais à 900 € vraiment, on n'a rien gagné sur le premier. On a perdu de l'argent parce qu'en fait, si tu comptes aussi en temps horaire des personnes, etc., du nombre d'heures qu'on a dépensé qu'on a utilisé pour ça. Bon après, c'est de la... On s'en moque. L'idée c'est de pas faire couler Greux Games pour faire ça. Bien sûr. Mais si on perd un peu d'argent, c'est pas grave. Le tout c'est qu'on kiffe en fait. Et le but de Greux Games c'est toujours de kiffer ce qu'on fait et de faire les choses qui nous font plaisir. T'es d'accord là-dessus hein? Oui, même si Yacine elle me freine en me disant attention ça a coûté trop d'argent ça. Je dis ouais papa. Je vais passer pour la chieuse là. T'as raison, c'est toi qui gères le truc. C'est un meilleur métier. Je te défendrai toujours sur ça. Mais après il y a le doute. Ce qui était bien c'est que c'est Adrien qui a pris le lead sur la com. Et en fait, ça a été validé, mais la communication était... En fait, on est personne, Greux Games, tu vois. Nous, on est connu que par les gens qui nous connaissent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... c'est dur à dire, mais tu vois, et ça fait qu'on s'est dit quand on va créer ça, est-ce qu'on va adhérer? Pour adhérer, il fallait qu'on ait une communication qui soit un poil plus forte que ce qu'on fait d'habitude. Donc, Adrien a pris le truc, c'était validé. Ça a marché dans quelque sorte, ça a fait des vagues. Alors certes, il y a eu des vagues, des bonnes vagues et des mauvaises vagues, mais au final, je trouve que ça a été positif en fait. Est-ce qu'on peut parler de ça justement du côté retour de communication qu'il y a eu autour de ça? Parce que quand on a discuté tous les deux à PEL,
enfin moi quand tu m'en as parlé, j'étais en mode c'est une pure idée parce que effectivement c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui peut motiver. On sait que le bootcamp, tu es 10 fois, 100 fois plus efficient que quand tu es tout seul chez toi en train de travailler 10 jours d'affilée. Mais du coup, tu m'avais dit qu'il y avait eu un retour un peu, c'est du commercial, si je me bonne mémoire, il y avait un côté un peu, voilà. On a eu beaucoup de retours positifs, Ouais. donc mais forcément, quand dans les retours, ce que tu entends le plus, c'est ceux qui parlent le plus fort et qui disons peuvent les retours qui peuvent te blesser quoi. Enfin mais c'est logique dans tout je pense hein. T'as 10 personnes qui disent que c'est bien, une qui te dit que c'est pourri et qui te crie un peu dessus. Tu vas plus retenir ça malheureusement. Mais dans le final, vous avez des retours plutôt positifs. Oui, c'est ça, okay. Tout à fait. Mais effectivement, ceux qui ont fait des retours négatifs, on en parlait très fort. Donc voilà, donc ça fait quoi, c'est tout. Mais après, Mais si ça, tu veux, c'était avant bootcamp. moi j'avoue que c'est avant le bootcamp, Aussi. et puis j'avoue que c'était bien en fait au final. Je pense que c'est une bonne chose. C'était certes clivant, mais ça a permis de faire parler du bootcamp et de le faire connaître. Oui, clairement, ouais, c'est du bad buzz et du buzz. Hein. C'est ça. Et là, alors après, il faut pas non plus que ce soit trop personnel ou axé sur nos personnes, parce que c'est, tu vois. Après, il y a eu un autre truc où les gens nous ont traités de. Avant le premier, tu sais, ils pensaient qu'on prenait de l'argent et qu'on faisait rien derrière, c'est de l'arnaque, tu vois. Ça, c'était le plus problématique parce que là, c'était complètement faux et c'était la diffamation. Mais on proposait un service. Oui, on peut pas le faire gratuit non plus parce que on peut pas faire ça, c'est pas possible. Il y a c'est une entreprise commerciale, c'est pas un gros mot de le dire. Hein. On va pas devenir millionnaire avec le bootcamp, c'est sûr, mais l'idée c'est que il faut quand même qu'on perde pas d'argent. Donc là. Et en fait, ce qui s'est pour le deuxième, c'est que le deuxième, du coup, la com a été beaucoup plus douce parce que la com, ça a été. Vous voyez, on avait fait le premier, ça a bien marché. On a juste eu les vidéos des premiers participants qui ont aimé et qui l'ont partagé. On a eu leur retour et ça a suffi largement. Donc, on a eu nos 10 places remplies en une semaine et demie parce que on fait des lancements très courts sur le bootcamp. Il y avait aussi 10 personnes au premier. 9, on était 9 sur 10. Personnes. Ouais, 9 sur 10, ce qui était bien pour un premier qui sortait de nulle part, un peu comme ça. Là, on a fait 10 sur 10 avec encore pas mal de mails de gens. C'est je suis hyper intéressé, mais c'est pas le bon timing. Voilà. Pas le budget, donc, c'est pas le c'est moment, ça. Voilà, c'est pas clairement. le moment, mais le prochain, s'il y en a un, trop cool. Donc ça, c'est trop bien, ça. Voilà. Théo, si tu veux faire un bilan du premier bootcamp, toi qui as participé, du coup, qu'est-ce que tu en dirais? Moi, j'ai vraiment trouvé ça hyper cool et hyper pertinent. Il y avait vraiment ce côté de. Mine de rien, je pense que moi j'ai peut-être été un de ceux les plus affectés par la com un peu négative parce qu'il y avait un retour un peu injuste. Moi j'avais trouvé du milieu. Il y a plein de gens du milieu qui nous ont très bien accueillis. Il y a plein de gens du milieu que nous connaissons en tant que Gros Games et moi en tant que Théo qui nous ont accusés de trucs comme si d'un coup on était des arnaqueurs et des vendeurs de tapis alors que effectivement on peut douter d'une prestation de cet acabit qui sort de nulle part parce que tu fais jamais ce que ça vaut. Mais il y avait un truc de. Les gars, c'est Théo Rivière et Gros Games. On n'arrive pas dans le milieu en disant on va tout tabasser, on est les meilleurs. On arrive en disant on a un peu d'expérience, on va vous proposer ça. Mais mine de rien, à la fin, ça m'avait fait un peu douter quand même sur le truc de on va le faire, j'espère que ça va être bien. Ça m'a mis un peu une pression aussi de putain, si les gens ils ressortent de ça et disent ouais, c'était pas ouf, je vais m'en vouloir parce que on a garanti que ça allait être incroyable quoi. Mais en même temps, j'étais en confiance de l'équipe, il y avait un truc on a bien structuré, on avait beaucoup travaillé en amont aussi sur ce qu'on allait présenter, donc il y avait de la confiance, mais j'avais un peu de crainte. Et vraiment, c'était un pur moment. À la fois parce que les 9 auteurs qui étaient là étaient vraiment super. Il y avait un très bon niveau global. Et tout le monde était vachement dans le bon mood de j'ai envie d'apprendre, mais j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de partager, je rechigne pas la tâche, je suis ouvert aux critiques. Donc ça a fait un groupe qui était vachement cool sur ça. Et il y a eu un truc un peu magique de constitution de groupe, de solidarité, de tout ce qui se passe. Et là, on est presque un an plus tard. Et c'est ouf, là, j'ai parlé du fait que j'allais au deuxième bootcamp sur Twitter. J'ai les petits bébous du premier qui sont venus me faire des petites blagues, qui m'ont écrit des petits trucs. Je sais qu'entre eux, ils ont gardé un groupe WhatsApp, ils s'envoient des messages. Moi, à Cannes, j'ai suivi les aventures de tous d'entre eux. Là, il y a Diogo, qui est un des auteurs qui vient de signer son proto il y a quelques semaines. Il m'a prévenu avant de prévenir publiquement le truc. Je pense que j'étais plus content que quand j'ai signé mon dernier jeu. Ouais. Il y a vraiment un truc qui a l'air un peu cheesy, mais ça a créé un groupe hyper soudé, hyper familial. Et donc c'était vachement émouvant. Et donc j'en garde un souvenir de j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé et on a bien mangé, c'est assez vrai ça, c'était important pour moi. Et plein de champignons. Plein de champignons et de tofu. C'est ça, c'était bon. Et ouais, ça a fait un truc qui est assez fort et ça a tissé des liens qui sont un peu pour toujours quoi, de ces gens-là. Je les suis, je les regarde avec plaisir, on se voit sur les festivals et c'est un vrai plaisir d'avoir réussi à créer un truc en aussi peu de temps et de manière aussi forte quoi, qui est assez incroyable. Céline, sur le bilan de la première session, 9 personnes, donc 9 protos amenés directement.
combien au final repartent avec des contrats ou des propositions de contrats et combien repartent avec chez Gregame directement? Alors, aujourd'hui. il y en a 5 qui signent des contrats derrière. D'accord. Pas forcément tout le temps les prototypes qu'ils nous ont présentés, mais en tout cas, ils ont réussi à accrocher des éditeurs pour présenter leur jeu. Parce que ne serait-ce derrière. qu'il y a une meilleure présentation, vous Ouais, les c'est ça. amenez quand même à mieux se présenter. On a aussi, on leur a donné des contacts directement avec l'accord des autres éditeurs. On a fait un tri en fait pour savoir quel jeu pourrait correspondre à quel éditeur. Bien sûr. Et du coup, on les a orientés. Et du coup, ça leur permet d'avoir plus facilement des rendez-vous aussi après, plus tard en fait, s'ils se Trop bien. présentent bien. Donc il y en a 5 qui ont signé. Il y en a un qui a signé 3 jeux depuis, donc c'est plutôt pas mal. Une personne qui a signé 3 jeux? Ouais. Ah ouais. Il y a du niveau. Belle année. Ouais, c'est une belle année. Et après, là-dessus, donc déjà ça, mais aussi ils ont vraiment un groupe ultra soudé. Je vois Ouais. là, on est en train de discuter de l'organisation du prochain Cannes. Et ben, ils ont pris un appartement, ils sont tous dans l'appartement quasiment, voilà. Ça va créer du coup Donc ils sont autour tous ensemble Ouais, c'est et chaque festival, quand ils sont là, le lieu de regroupement c'est notre stand. Enfin, ça fait vraiment une émulation et c'est trop cool de les voir en fait tout le temps. C'est trop bien. Non, humainement, c'est trop cool. Enfin, j'avoue, c'est hyper touchant. Tu sais, t'as créé un truc, enfin, t'as participé à la création d'un truc qui est cool. Et c'est un peu une petite revanche parce qu'effectivement, les gens, c'est du bullshit. Non, c'est pas du bullshit. On crée de l'humain. On est là, on crée des choses humaines, des liens humains. On essaie d'aider les gens et c'est chouette, ça marche, ça fonctionne. C'est trop bien. Moi, j'ai pas répondu à une question en fait. Tu demandais s'il y en avait Oui. qui étaient signés chez nous. Oui, Et pardon, oui, on oui. en a signé un. D'accord. Ouais. Un du bootcamp. Ok. Et après, on en a signé un autre d'une personne du bootcamp, mais qui n'a pas Qui a pas été présenté. présenté lors du bootcamp. Mais D'accord. Après, on peut raconter les histoires. Du on coup, peut en fait, raconter allez, si tu veux, bien mais sûr. je te laisse faire. Je préfère, Ok. c'est toi le proto. Alors, juste pour dire déjà, en fait, ils sont arrivés au bootcamp avec, c'est normal, différents niveaux en fait. Oui. C'était à différents niveaux de leur création, de leur processus créatif. T'en avais qui avaient des prototypes faits encore papier, crayon, d'autres qui avaient des prototypes beaucoup plus chiadés, certains qui avaient vraiment, vraiment une qualité de graphisme vraiment poussée, tu vois. Et en fait, l'idée du bootcamp, c'est quand même d'aiguiller et d'expliquer aux gens comment fonctionne le monde ludique pour que ils se disent ok, suite à ça, soit je prends du temps et je sacrifie des choses pour être auteur, soit non, effectivement c'est compliqué, je vais continuer ma vie comme je fais, c'est-à-dire que je vais créer en loisir et je vais garder ma vie, enfin j'ai pas à tout arrêter quoi. Ça, il y a de belles histoires, je pense, à raconter parce qu'en discutant en off, j'ai entendu des trucs assez cool Ouais. et j'ai hâte de pouvoir en discuter plus tard. Mais ouais. Et donc alors le bootcamp arrive, on a un coup de cœur directement pendant le bootcamp sur les sensations de jeu, sur ce qu'apporte en fait le jeu de Jérémy Belzon. C'est un Grenoblois en plus, il travaille au Café des Jeux, donc gros coup de cœur. Il y a plein de petites choses à bosser, mais c'est normal en fait, tu vois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que on l'a accompagné pendant 3-4 mois sur le dev. Et on l'a signé ensuite, Post-bootcamp. post-bootcamp. D'accord. En sachant que, il faut aussi le dire, c'est qu'on laisse pas les gens dans la nature. C'est-à-dire qu'on le dit pas avant exprès pour pas se mettre la pression. Mais les gens qui viennent au bootcamp, dans l'année, en fait, on va les suivre. Dès qu'ils auront des questions par mail, on répond. On se voit sur les festivals. Certains sont venus me présenter leur jeu avant de le présenter à d'autres éditeurs pour me dire attends, je te le présente à toi, comme ça va me chauffer. Bah vas-y, présente. Ah bah maintenant je vais voir machin, bah très bien, voir machin, c'est cool. L'idée c'est que les protos qui sont prêts à être présentés en post-bootcamp, on les flèche sur des éditeurs. On a Cocktail Games qui accepte les party games. On a Kiff Edition. On va contacter Tout Manta parce qu'on a un bon contact parce que c'est eux qui ont signé le jeu de Thomas Favrelière qui était Queen Bee qui est présenté au bootcamp et il a été signé chez Tout Manta, ça s'appelle Alveola maintenant. Il y a qui d'autre? Il y a Gigamic aussi, Gigamic avec Joseph qui ont tout de suite embarqué dans le projet en disant c'est trop cool, on veut envoie, c'est chouette. Donc en fait on va flécher les projets les plus aboutis sur les éditeurs qui correspondent au type de proto. Et en fait il n'y a aucune promesse d'édition, mais en tout cas il y a une promesse d'exercice, c'est-à-dire qu'ils envoient un mail, moi j'ai le retour de l'éditeur qui me dit le mail était nickel, ou il manquait 2-3 trucs. Ah ok, bah dis-moi ce qui manquait pour toi, et puis comme ça je fais le retour derrière le débrief. Et après il y a un rendez-vous à Cannes, si les gens vont à Cannes, ou pareil, et ça peut déboucher sur des trucs chouettes, comme ça peut juste être sur un exercice, mais au moins c'est un exercice quoi. Ils ont pu se mettre dans le bain, d'aller présenter leur jeu à un éditeur, voilà, en dehors du bootcamp. Théo, sur les protos de l'année dernière qui avaient été amenés pendant le bootcamp, est-ce que tu te souviens des niveaux qu'il y avait ou du moins de poussée de création qu'il y avait autour de ça? C'était effectivement vraiment très variable sur les choses, mais au global, le niveau était assez ouf, je trouve. Ouais. En fait, il y avait plein de choses auxquelles il manquait peut-être une petite touche d'originalité, un truc où tu te fais en tant que maison d'édition, waouh, ça je le veux tout de suite, Ouais. mais il n'y avait pas grand-chose qui ne fonctionnait pas.
La plupart des jeux, ils avaient un début, une fin, on pouvait faire une partie entière, il n'y a rien dit qui dépassait trop, il n'y avait pas cette petite règle où tu te dis ah ouais, non, ça marche pas du tout. Et le seul proto que j'ai en tête, qui est un truc qui était assez brouillon en global, c'était incroyable parce que l'auteur est arrivé, c'était un gros jeu, un peu plus long, un peu plus de matière, et vraiment ça avait plutôt ce symptôme un peu de premier jeu où il y en a un peu, je vous l'ai mis quand même, et il y en avait trop. Je me suis dit, oulala, lui a débriefé, ça va être un peu complexe quoi. Et on a parlé une demi-journée avec lui, et il a fait non, mais j'ai tout compris. Et il s'est calé sur son ordi, il a cravaché pendant tout le week-end avec, on l'évoquera, mais Valériane qui fait une partie du graphisme chez Greux Games, qui était là pour les accompagner aussi sur des questionnements graphiques, etc. Et donc je les voyais tous les deux, ils étaient en train de bosser, touk. Et le mec a complètement réformé son proto, mais en gardant ce qu'il avait envie de faire, mais en faisant un nouveau jeu à partir de là, sur le week-end quoi. Et donc c'est chouette, c'est fou. Donc même lui qui était peut-être au moins sur son prototype à un niveau un peu plus bas d'aboutissement, il est reparti avec un truc qui était à un meilleur niveau d'aboutissement que la plupart des protos que je vois passer quoi. Donc c'était assez impressionnant, et le truc qui m'a le plus plu, et on l'a un peu évoqué, mais c'est tous ils avaient vraiment, en même temps ils faisaient une formation, mais tous ils avaient vraiment hyper envie d'apprendre. Et donc c'est le truc le plus chiant ça, quand tu fais des retours de proto et que les auteurs ils sont un peu genre oui mais non mais cette règle elle est un peu bizarre, oui mais moi je l'aime bien, oui mais j'ai testé et les gens ils arrivent à comprendre, et tu fais je te donne pas de conseils, ça sert à rien quoi. Et là tout le monde était hyper ouvert, hyper à l'écoute avec nous dans un premier temps, et après entre eux vachement aussi. Il y avait des petits binômes qui se sont créés, ils ont retesté entre eux, et ça c'était hyper gai et hyper beau à voir quoi. Alors là on est à la fin de la première demi-journée, parce que je crois que ça a commencé ce midi, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, nous quand on est arrivé avec Théo, on voyait que vous étiez sur la formation des emails, donc comment présenter son proto à un éditeur, comment envoyer le premier contact email en disant j'aimerais vous présenter à une occasion, c'était là qui était éventuellement le fiche de Cannes. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée par rapport au proto quand on arrive au bootcamp V2? C'est-à-dire moi j'ai envie de m'inscrire au bootcamp, je dois vous envoyer un proto ou une idée de mon proto, ou je peux venir avec n'importe quoi? Tu viens avec n'importe quoi. D'accord. En fait, moi, quand on fait un petit Google Form où on demande un peu régime alimentaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on demande, enfin des trucs tout basiques. Est-ce que vous ronflez la nuit? Non, mais vraiment un truc basique. Et je mets un moment, quel proto pensez-vous emmener? Et décrivez-le moi en 2 mots, familial, initié, gamer, 3 heures, 4 heures, la durée de partie, tu vois, c'est juste pour savoir. L'idée, c'est en fait, et je leur dis, vous n'êtes pas obligé forcément d'amener celui-là au final, juste que ça vous permet ça vous force à réfléchir, et quand vous faites le Google Form, vous êtes obligé de m'en rentrer un seul de prototype. Oui, d'accord, ok. C'est l'exercice avant bootcamp, c'est de choisir, et si au final, entre le temps que tu remplis le Google et le temps qui est le bootcamp, tu sais de switcher, c'est pas grave, mais ça te permet au moins de te dire, ok, je dois en amener qu'un, faut que je fasse mon choix. Okay. C'est déjà un choix à avoir, c'est déjà un exercice de se dire avant, qu'est-ce que je prends comme voilà. En sachant que ce que je leur explique, c'est que le proto, ça dépend combien ils ont fait de proto, mais si c'est leur premier proto, il y a peu de chances qu'ils le mènent à la signature. Celui-là, c'est rare d'amener son premier proto à la signature. C'est juste que ça permet juste d'avoir un travail sur lequel s'appuyer pour faire progresser et faire comprendre comment on réfléchit sur les mécaniques et sur les tests de proto, etc. C'est vraiment une mise en situation, et finalement une méthode, une méthodologie qui s'adapte. En fait, l'idée, c'est de leur donner des tips qui s'adaptent aussi à leur façon de faire. On leur dit pas de faire comme Théo, de faire comme Florian, de faire comme ils font ce qu'ils font d'habitude. Sauf que cette fois, on leur met on leur donne des clés pour péter des verrous plus rapidement, plutôt que si c'était eux qui les cherchaient, qui faisaient 4 protos pour arriver à trouver la solution qui les emmerde dans le jeu, quoi, tu vois. Sur le V2, ça va être quoi finalement le déroulé du week-end? Là, on a eu finalement une première demi-journée, soirée un peu mise en forme. Demain, on est vendredi. C'est quoi le programme? Là, on va enfin voir les prototypes demain, c'est ça? Ils vont nous présenter demain matin. Je crois qu'ils nous présentent à Flo et à moi en fait en mise en situation, comme s'ils présentaient dans un festival en fait, pitch, et qu'ils venaient nous présenter leurs protos. Okay. Du coup, on va faire les rôles des éditeurs comme ce que normal. Vous faites tous les jours. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils savent pas encore, mais à la fin, le truc, c'est on fait pas forcément trop de retours à la fin de la présentation. Mais j'avoue que si le jeu nous plaît, en fait, c'est la situation. C'est en fait sur un festival, tu fais pas trop de retours. Mais à la fin de la présentation, c'est si t'as plu, tu fais tu peux me laisser la boîte s'il te plaît ou pas. Tu vois, on va rester juste là-dessus pour mettre un peu voilà. Et après, par contre, on fait un débrief commun, complet, en disant
quels sont les points forts que vous avez vus de telle présentation. Donc là ils vont dire et c'est bien parce qu'en fait ils donnent les points forts des autres aussi, donc ça fait souder un peu les choses. Et là tu vois, ce qui est chouette, c'est que ils sont en train de parler. C'est pour ça que cette soirée est un peu libre, parce qu'ils sont en train de parler, de créer quelque chose entre eux là. Ils savent pas, mais c'est le début du truc, des affinités qui vont se créer, tout ça. Et c'est le but, ouais, tu vois. C'est trop bien. Ouais. Ok, donc là vendredi, on fera un point de vendredi soir, donc demain soir, pour savoir comment s'est passée la journée. Est-ce que demain il y a des guests à part Théo, le fameux El Famoso Théo? C'est demain soir Ouais, qui il y a Johan Goupy, Oui, c'est donc le demain. co-auteur de Théo Rivière sur Roi, qui est grenoblois et qui vient demain après-midi. Comme ça, il assistera. Donc en fait, demain après-midi, on commence à tester les prototypes. D'accord. Donc il sera là, il donnera son avis aussi. On fera des binômes, voilà, on circulera. Et il reste jusqu'à toute la soirée. Enfin, il reste la soirée aussi. Je te dis ensuite les autres guests qu'il va avoir. Vas-y, tu peux. Ouais. Donc on va avoir également, j'ai eu un message tout à l'heure de Jérémy Belzon, donc qui est grenoblois, qui bosse pas samedi après-midi, donc il va passer nous voir aussi. Donc c'est très bien. On aura Jérémy qui va passer, donner son expérience. C'est chouette. Okay. Ça fait qu'on aura des sortes de parrains de l'édition d'avant qui vont accompagner les nouveaux du bootcamp. C'est très bien. Théo, toi, tu vas présenter quoi demain du coup? T'as un PTT en 250 pages? Tout à fait. Moi, j'ai une petite présentation sur la manière dont je bosse les protos, les différentes étapes, comment ça se passe. Et puis les conseils que je peux donner sur comment est-ce que je peux passer de l'idée au prototype et comment est-ce que je peux les accompagner sur ces questions-là. Et après, moi, je suis aussi vachement là pour répondre à tout un tas de questions. On l'a vu la dernière fois et d'une manière générale, mais en fait, ils ont plein de petites questions très précises sur un truc, sur un proto, sur le fonctionnement de quelque chose, sur maintenant ou après d'ailleurs, parce que tu en parlais un peu, mais c'est chouette de voir qu'après le bootcamp, ça s'est pas arrêté non plus. Moi, j'ai relu des contrats, j'ai fait quelques visios avec des gens, parce qu'il y avait ce truc de... il y a encore des questionnements qui arrivent par la suite. Et donc, je suis vachement là pour les accompagner sur toutes ces questions-là, et puis jouer, faire du feedback, donner des retours, et passer un bon moment. On a fait le tour pour cette première partie, et puis c'est ok. Nous sommes toujours dans 6388, je suis toujours accompagné du parfait Théo Rivière. C'est vrai, moi je suis toujours accompagné de l'incroyable Zéphiriel. Et nous avons autour de la table deux... comment vous appelez? Les campeurs? Je veux dire les campeurs, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne... Moi j'aime bien campeur, c'est rigolo. Deux campeurs, donc les deux premiers que nous recevons dans l'émission. Nous avons Baptiste. Ouais. Et Virgile. Ouais, ok, ça. je vais essayer de m'y tenir. Première question déjà, comment vous avez entendu parler de ce bootcamp? Est-ce que vous aviez entendu parler de la V1 ou pas du tout? Baptiste? En fait, j'en ai entendu parler à Cannes Ouais. au tout début, parce que j'étais au festival de Cannes et puis je me suis dit, je vais aller voir Grugame parce que c'est un éditeur qui est du coin, je suis à côté de Grenoble. Cannes 2022 ou Cannes 2021? Cannes 2022. Donc voilà, du coup j'ai discuté un petit peu, j'ai dit que j'étais auteur. Si jamais tu avais des conseils et tout, la conversation a un petit peu dérivé sur ça. Et du coup, c'est là que j'ai entendu parler du bootcamp. Voilà. D'accord. Et tu t'es dit, ok, je vais signer direct. Ouais, alors en fait, au début, je m'étais dit que ça allait être un petit peu cher, forcément. Forcément. Parce que j'ai que 17 ans, voilà. Ah, d'accord. Il sèche les cours. Il sèche les cours pour venir. Hein. Ouais. T'es le plus jeune du bootcamp? Ouais, je suis D'accord. plus jeune. Et donc du coup, au début, je me suis dit que j'allais pas venir. Et puis, en fait, je me suis dit, ça représente 3 semaines de travail pendant les vacances. Ok, Donc allez, let's go. le bon calcul. Et toi, du coup, comment tu as entendu parler, Virgile? Moi, du coup, je suis grenoblois. Ouais. Et je côtoie un petit peu le milieu ludique grenoblois. Et comme c'est une maison d'édition grenobloise, je m'étais déjà pas mal intéressé à eux. Et j'ai une connaissance qui a déjà fait l'édition de l'année dernière et qui m'a dit vas-y, c'est cool, c'est hyper bienveillant. Et du coup, voilà, je me suis lancé. Tu t'es lancé aussi. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, qu'est-ce que vous venez présenter comme proto? Toi, Baptiste, du coup, tu as déjà des protos. C'est ton premier proto que tu as présenté. Tu disais que tu étais auteur de jeu, tu as plusieurs protos en tête déjà? Ouais, alors j'ai actuellement, on va dire, 3 protos qui tournent plutôt bien, on va dire. D'accord. Et après, j'ai évidemment plein de trucs pas finis, en développement, etc. Et donc oui, celui que j'amène, il s'appelle Leap Life pour l'instant. Voilà. Ouais. C'est un jeu où, en gros, on doit se fabriquer des parachutes et on doit sauter du plus haut possible avec des parachutes customisés. Voilà, D'accord. un petit peu loufoque. Ah oui, c'était le thème que tu mets le Ouais, plus. c'est ça. Avec des saucisses. Avec des saucisses. Pas Des de parachutes saucisses, en mais on saucisses. imaginait qu'il y avait des pas de parachutes saucisses. C'est un jeu qui se base sur quoi en termes de matériel pour toi? Ouais, alors c'est un jeu de cartes et un petit peu de backbuilding aussi, un petit peu. D'accord. Et voilà, c'est pour 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes.
à peu près familial, on va dire. Et toi, du coup, Virginie, tu as amené quoi comme proto? Ouais, j'ai amené un prototype qui s'appelle le tournoi des contrées, où en gros chaque joueur-joueuse incarne une personne qui va bâtir une contrée au sein d'un royaume. Et l'idée c'est de gérer au mieux sa contrée. Il y a 4 curseurs qui représentent la sécurité, la foi, la renommée, la réputation et la rentabilité de ta contrée. Et en gros, en fonction de la position de ces curseurs et des bâtiments que tu as construits dans ta contrée, ça te rapporte un certain nombre de points. Le but c'est de faire le plus de points possible. Pareil, c'est un jeu de. Tu l'as dit, par exemple, c'est un jeu de cartes? Ouais, c'est ça. Cartes et plateau, il y a plusieurs mécaniques, il y a une mécanique de rivière, il y a une mécanique de gestion de curseurs, de ressources, construction. Voilà. Théo, toi déjà ça te parle quand on parle de ces protos? Clairement, ce qui est marrant, c'est que donc nous on est arrivé dans l'après-midi avec Zephyriel et il y avait déjà eu un petit début de présentation des différents emails. Mais j'ai vu passer vos 2 protos dans vos présentations email et les deux sont hyper différents. Ce qui est un des trucs que j'aime bien dans le bootcamp, c'est là de tout ce que j'ai vu, on a dû en voir 8 sur 10, je pense, on a dû louper que les 2 premiers. Ouais. Les protos étaient hyper différents et les deux touchent des cordes qui me donnent envie. À la fois j'aime bien les petits jeux un peu rapides, un peu poète dans le bon sens, mais un peu débiles où on va faire des trucs et on va rigoler. Et à la fois il y a un storytelling dans ce que tu présentes, Virgile, qui tout de suite je suis un peu embarqué, j'arrive à me projeter sur ok, ça me raconte une histoire que j'ai envie de vivre. D'autant que dans ton mail, on a eu l'occasion de voir un peu une image de ton prototype. Et moi, je sais que je suis vachement sensible aux images. Et directement, je me suis dit, ok, j'ai envie de jouer à ça. Je veux voir à quoi ça ressemble. J'ai envie de faire une partie en tout cas. Donc, non, en global, c'est un des trucs que j'avais bien aimé à la première édition et que j'aime déjà bien de nouveau. C'est là, j'ai envie de jouer un peu à tout, quoi. Tout a l'air au minimum correct et sympathique. Et il n'y a rien où je me dis, oh là là, l'enfer, je vais devoir jouer à ça pour donner des retours. Vraiment, j'ai pas envie. Non, à chaque fois, et sans aucune démagogie, je me suis ouais, cool, je ferais bien une partie, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'avais en venant en fait, je m'étais pas du tout projeté dans le type de jeu qu'on allait voir, dans le type de proto. Et en vrai, en voyant les présentations, je me disais, c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a pas, enfin, je sais pas pourquoi. Moi, je suis moins dans les jeux fun, de party game. Du coup, je me préparais pas à voir ça. Et effectivement, quand j'ai vu ça, je me dis, ok. Et en fait, je vois la forme d'entrain de tout le monde là-dessus. Je me dis. Je sais pas du tout comment on fabrique ce type de jeu. En vrai, autant les jeux très mécaniques, je suis très je peux comprendre comment on peut arriver aux itérations et à se dire ok, il faut de l'équilibrage là-dessus. Autant les party games, c'est un truc je me dis je ne sais pas comment on les fabrique et je suis très intéressé de voir comment ça va se décanter. Toi, tu attends quoi du coup, Baptiste, de la part du bootcamp? Bah alors forcément, j'attends plein de choses différentes. C'est aussi pour ça que je suis venu parce qu'on peut voir vraiment beaucoup de choses. Mais à mon avis, ce qui est vraiment assez important, c'est de comprendre un peu les enjeux qu'il y a autour du milieu, on va dire. Qu'est-ce qui est faisable en termes de jeu, qu'est-ce qu'on va pouvoir éditer ou non, comment on le fait, etc. Parce que c'est très différent de créer un jeu et de le faire tester à des amis et d'avoir un produit fini qu'on vend en magasin. Donc c'est ce truc-là que j'aimerais vraiment comprendre, c'est cette passerelle en fait. Donc c'est une forme de globalité en fait du milieu du jeu que tu n'as pas aujourd'hui. Ouais. Plus le milieu, puis aussi rencontrer d'autres personnes du milieu, rencontrer d'autres auteurs, parce que en vérité j'ai jamais vraiment échangé avec d'autres auteurs, donc je suis super impatient de tester les protos des autres au final. Et toi, Virgile, du coup? Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Baptiste. Il y a une grosse part de moi qui est là pour mettre un pied dans le milieu et rencontrer des gens qui sont animés par ça. Après, moi je suis venu avec un proto où j'ai encore quelques questions dessus, donc j'attends aussi de voir si ce que je pense est pertinent, si je suis sur une bonne piste ou pas. En termes de mécanique, tu veux dire? Ouais, c'est ça, de mécanique et de sens. Ça fait un peu moins d'un an moi que je fais du proto, et quand je me suis inscrit à Go Games, j'avais une espèce de premier proto usine à gaz qui commençait à devenir un petit peu vivant, et quand Flo m'a dit bah ouais, vas-y, let's go, tu viens, je me suis dit oh, putain, merde, ça y est, c'est du sérieux quoi. Donc je me suis dit je vais essayer de pas venir avec une espèce de gros blubli-boulga qui est le proto qui dort, j'espère, chez moi, et devenir quelque chose d'assez épuré, mais avec des questions pour pouvoir savoir comment est-ce que je peux l'agrémenter, comment est-ce que je peux canaliser cette envie de mettre plein de trucs dedans, parce que c'est trop cool, j'aime trop, et voilà quoi. Là déjà j'entends le truc dont on parlait tout à l'heure, c'est de l'envie de trop plein. Ouais. Et c'est un truc classique, j'ai envie de dire. À 100%, en fait, quand tu commences à faire des prototypes, il y a toujours ce truc de se dire tu sais pas que tu vas en faire plein, donc t'as un peu envie de tout mettre parce que je sais pas, j'aime bien les départs asymétriques avec des personnages différents, je le mets. Puis j'aime bien quand il y a des conditions de victoire différentes parce que c'est cool, je le mets. Et en fait, comme souvent, on fait des jeux parce qu'on a envie de les faire et qu'on les aime, on a envie de mettre un peu tout ce qu'on aime bien. Et l'autre truc qui amène à ça, c'est que le premier réflexe de pas mal d'auteurs et d'autrices, c'est quand il y a un problème, pour régler ce problème, c'est de rajouter une règle. Tu vois, moi, c'est mon exemple préf et que je prends souvent, c'est les cartes événements, c'est le rythme de mon jeu est un peu plat. Vas-y, je vais rajouter des cartes événements. Au début de chaque tour, on tire une carte événement qui dit oulala, il pleut, tous les dés en font -1 pendant ce tour.
Et c'est un truc où c'est inhué comme réflexe de se dire ouais, en fait, ça règle le problème. D'un coup, mon jeu il est moins plat parce qu'il y a un truc supplémentaire. Et au fur et à mesure, il y a un apprentissage de l'épure, je pense, de se dire en fait, je vais enlever des trucs pour que mon expérience de jeu au global elle soit vachement structurée. Et pas pour qu'il y en ait trop et que ça soit imbitable, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, toi, par exemple, Baptiste, sur ton jeu qui est plus party game, est-ce que tu as cette envie aussi de rajouter énormément de mécaniques de jeu ou de types de jeu, ou comment t'es venue l'idée en fait, par exemple? En fait, au tout début, je créais pas beaucoup de party game, mais maintenant je fais beaucoup plus de party game, justement parce que j'essaye d'avoir un propos, donc une sensation de jeu que je veux qu'il y ait autour de la table. Et en fait, pour pas justement rajouter trop d'éléments, ce que je faisais énormément au début, ce que je faisais vraiment beaucoup, j'essaye au contraire de garder le moins de mécaniques possible au début, quitte même à enlever plein d'idées, même à avoir quasiment rien en fait en termes de mécanique, pour vraiment me concentrer sur la sensation de jeu. Et donc c'est pour ça que j'aime bien essayer de faire des party games et donc essayer de le plus épuré possible. Je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire au début en tout cas. Il y a un truc, je me permets de rebondir. Vas-y. Flo tout à l'heure il a fait une présentation et il a utilisé un mot que tu viens d'utiliser aussi, c'est sensation. Et j'avais pas du tout, je regardais pas du tout au travers de ce prisme là jusqu'à maintenant. Quand je faisais des protos, je fais putain cette mécanique là je l'aime bien, cette mécanique là je l'aime bien, mais je réfléchis pas en me disant tiens quelle sensation est-ce que ça va provoquer. Et en fin de compte je trouve que c'est hyper important de se dire ce jeu là j'ai envie qu'il provoque telle sensation, ou alors il se passe un truc autour de la table là quand je vois mes copains jouer, ça c'est chouette, ça me plaît, qu'est-ce qui fait que ça a provoqué ça quoi. Ouais, ça me rappelle un truc que tu m'avais dit une fois Théo en parlant de sensation de jeu, de projeter la partie, se dire ce serait bien que Jean-Michel à ce moment-là il joue ça et bim ça fait un truc que tout le monde n'est pas d'accord et ainsi de suite. Il y a un côté fort aussi là-dessus. Ouais, moi j'adore et c'est je crois que c'est avec Corentin Lebrun on est les deux pires sur ça. Nous on vit des parties dans notre tête de ce qui va se passer et des fois à deux on arrive à se chauffer de mais là le mec il pioche la carte, il la tape sur la table et je le fais non, et ça arrive jamais quand tu joues à des jeux, c'est jamais aussi fort, mais de se projeter sur ce que tu as envie que les gens ressentent en termes d'expérience de jeu, c'est vachement important. Moi je suis bluffé de voir que tous les deux vous arrivez et vous avez une expérience de prototype qui est pas forcément très large, vous êtes là, vous allez apprendre des trucs et vous avez déjà ce retour, cette intuition et cette qualité de réflexion qui est chouette. En même temps, il y a ce truc, le fait que vous soyez au bootcamp, ça veut dire que vous êtes intéressé un peu plus que je fais des petits jeux, je verrai, et puis on verra plus tard. Mais ça m'a impressionné la première fois et je suis déjà impressionné par tous les deux là, votre qualité de réflexion et d'analyse du truc qui est hyper forte quoi. Merci. J'imagine que du coup vous êtes gamer de base. Ouais. Quel est votre moins Moins gamer, ouais. Alors, quand je dis gamer, c'est que tu joues à des jeux de société, j'imagine. Oui, je joue à des jeux de société, mais après je kifferais toujours jouer à un Seven Wonder Duel, même à un Terraforming Mars. C'est pas une tare de pas jouer. Oui. Mais ce que j'aime vraiment, c'est souvent les party games. Ou sinon les jeux de cartes à collectionner en fait de base. Je viens des TCG donc Yu-Gi-Oh, Magic, tout ça. Ok, t'es une bonne personne. Et toi du coup t'es gamer, quel est ton type de jeu? Ouais, alors moi je suis c'est ironique parce que je parlais du fait que j'ai du mal à percevoir le sentiment que provoquaient les jeux, mais à côté de ça moi je suis un grand rôliste. Donc mine de rien c'est ce que je vais chercher. Bonne personne aussi, n'est-ce pas? donc voilà. Ouais, donc au final c'est d'où le côté un peu plus narratif que tu vas amener dans ton jeu. Ouais. En fait. Et ça me fait peur parce que Théo il a dit oui pour rendre un jeu moins plein, un jeu des cartes événements et ah là là, c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis risqué à ça. Ouais. Non, c'est mais bien, ça va être l'occasion d'en parler et des fois c'est bien. Ça fait partie de mes questions, j'ai le sentiment que ça fait un peu brique que tu rajoutes en mode hop là. Mais du coup c'est ce qui s'est passé quand tu l'as intégré? Le côté carte événement pour toi c'était le côté rythme de jeu en disant ok je vais peut-être mettre ça pour essayer de rythmer un peu les parties Non je l'ai pas fait pour ça, moi je l'ai fait parce que je voulais un côté narratif et un côté où il y a un joueur qui lit une carte à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre a un choix à faire en fonction du choix qu'il fait, il va se passer des trucs. D'accord. Ok. Moi c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est vrai que à la base c'était pas du tout l'idée du jeu, mais je me suis dit putain je vais rajouter un côté narratif et là ça fait la brique on retombe dessus, mais c'était pas prévu quoi. La brique est moins choquante qu'un terme qu'on utilise tout le temps en design qui est le scotch. Tu vois en fait au final tu peux mettre plein de briques dans un jeu et si elles sont bien imbriquées c'est cool et le jeu il fonctionne et c'est chouette, on passe un moment. Mais si à un moment t'as une brique qui tient pas bien et que tu mets un gros morceau de scotch pour qu'elle tienne, là on s'en rend compte et c'est un peu nul. Du coup les événements, si c'est une belle brique qui fait cœur dans ton jeu et corps et qu'au final c'est chouette, tu vois, parce que le truc que tu décris, on peut le retrouver dans Roll-Tray ou dans Dead of Winter ou dans Aurora Arkham ou même les Contrées de l'horreur. Et dans ces 4 jeux-là, je trouve ça formidable, tu vois.
Par contre, alors que j'adore ce jeu, je trouve ça hyper chiant dans Andorre de Michael Menzel quand tu pioches une carte qui te dit pas d'événement ce tour-ci, il ne se passe rien. T'es un peu genre vraiment toute cette mécanique pour ça là, c'est un peu dommage quoi. C'est-à-dire que c'est très punitif en général dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand il se passe rien, c'est bien. C'est ça, et puis ça rajoute pas une. Ça m'apporte ni narration ni émotion, alors que dans d'autres jeux ça fonctionne. Ça, j'ai vraiment hâte de voir les évolutions sur ce genre de truc, ça me questionne d'une force. Et donc on enchaîne avec 2 nouveaux campeurs et campeuses autour de nous. Dans cette deuxième session du Greux Camp, nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège d'accueillir Pearl avec nous. Et nous avons Alex aussi. Bonjour. Alors, qui veut commencer par se présenter, Pearl? Si je sais pas parce que je te regarde, ça, je pense, ça prend en face de moi. Bah allez, let's go. Moi c'est Pearl. Je fais du jeu de société depuis que je peux tenir un crayon en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Moi le jeu de société, c'est beaucoup passé par déconstruire les jeux auxquels je jouais. Mécaniquement ou physiquement? Les deux. Les deux un peu. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une règle. Vu que je comprenais pas les règles derrière la société, c'était plus abordable les jeux de société, donc j'allais dans les jeux de société pour comprendre les règles et comprendre une construction de règles. D'accord. Quel est ton type de jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer en termes de jeu? Est-ce que tu en as en tête là qui te vient? Moi, je suis une grande fan de deck building. D'accord. Genre, c'est mon type de jeu préféré globalement. Ok. Tu mets Shards of Infinity dans les mains, je peux y passer des heures à faire tout et n'importe quoi avec. Ok. Ok, Alex, toi, pareil, t'es joueur aussi, j'imagine? Ouais. Depuis combien de temps? Pareil, ça fait quand même assez longtemps. Le jeu de société, ça a toujours été un truc dans ma famille qui s'est beaucoup fait après les repas. On avait toujours un petit jeu plutôt d'ambiance au début et après avec le temps, moi de mon côté, j'ai commencé à explorer d'autres territoires. J'ai commencé vraiment les gros jeux avec le Trône de Fer, le jeu de cartes évolutif, mais où je jouais juste avec la boîte de base. En fait, j'ai jamais acheté de deck ou quoi, c'était vraiment juste on jouait avec les decks qui étaient même préfaits. Et à partir de là, il y a eu un peu l'effet boulimie du jeu où tu as envie de tout tester, de tout acheter. Et je me suis un peu calmé là-dessus maintenant parce qu'il n'y avait plus beaucoup de place sur les étages. Ça, on construit des meubles après en boîte de jeu. Théo connaît bien ça. La lune de miel ludique aussi. Hein? La lune de miel ludique, moi c'est vraiment ce phénomène-là, je l'appelle comme ça, où c'est le moment où tous les jeux ils ont l'air bien, t'as envie de jouer à tout, t'as envie d'en acheter tout le temps, t'achètes un nouveau jeu, tu joues tout de suite, t'es tout le temps à fond, tout est génial. Vraiment ça retombe un peu et tu découvres, tu prends un peu plus le temps, mais c'est vrai que ce moment où t'as l'impression qu'il y a 2 portes qui s'ouvrent et qu'il y a tellement de jeux derrière et que tout a l'air génial. J'adore cette période, elle est géniale. J'étais pas au courant que ça s'arrêtait cette période-là. Pas tout le temps. Est-ce qu'après cette période, il y a des jeux que tu as trouvé géniaux même, pendant ta période de lune de miel ludique, sur lesquels tu reviens en disant bon finalement c'était pas si ouf? Oui, plein. D'accord, ok. Et à la fois des trucs. Je pense qu'une de mes déconvenues ces dernières années, c'est Colosseum de Kramer et Kessling chez Days, qui est un vieux Days de jeu d'enchères. Ouais. J'avais joué une fois, j'avais trouvé ça exceptionnel, mais c'était introuvable, c'était un vieux Days et tout, et je l'ai retrouvé genre en braderie de jeu sur un festival. Je pense que c'est un des trucs que j'ai acheté le plus vite de ma vie, même si au final, long story short, on me l'a offert, donc en plus c'était génial. Et j'ai rejoué, j'ai fait c'était pas ouf en fait. Je comprends pourquoi c'est pas resté dans les mémoires en fait. Mais j'en gardais un souvenir parce que c'est ce moment où tu découvres les jeux et donc fondamentalement tout est meilleur quoi. J'ai la même chose avec Splendor. Ma première partie, je fais c'était trop bien, et quand j'ai rejoué, je sais pas pourquoi je me suis amusé la première fois, c'était bizarre. Du coup, Pearl, est-ce que tu peux nous parler de ton proto que tu as apporté au Greux Camp? Est-ce que tu en as plusieurs déjà? Oui, j'en ai ramené plusieurs. J'ai ramené un peu les frais, là, ceux du mois dernier. D'accord. Je suis un peu une vendeuse de poissons, tu vois. J'ai ramené les plus frais, là, ils sont frais mes protos. Donc j'en ai ramené 5, ceux du mois dernier. D'accord, mais celui qu'on t'a demandé de ramener, parce que je sais de source sûre qu'il faut en prendre qu'un seul. Celui que tu as rapporté plutôt, c'est lequel? Il est un poil plus vieux, mais il est quand même récent. Je voulais un proto qui a un peu le poids de l'expérience de mes années de prototypage derrière. D'accord. J'avais hésité entre un très vieux proto ou justement un proto un peu récent. J'ai préféré prendre celui-là
où il y a eu des bonnes sessions de test, où en plus, pour une fois, c'est un thème qui me tient à cœur. Ce qui est plutôt rare, j'ai tendance à travailler l'inverse. Je vais rajouter un thème qui me plaît bien par rapport à une mécanique, essayer de trouver des intersections entre ma mécanique et mon thème. Là, c'est le thème qui est venu d'abord. Un désir par rapport au jeu thématisé selon ce thème. C'est la cuisine. Parce que j'ai été chef pâtissière pendant des années. Et donc faire un jeu de cuisine, c'était un peu le truc, vas-y, ça a été ton métier pendant des années, faire un jeu de cuisine, ça te ressemblerait bien quand même. Généralement, sur les jeux de cuisine, il y a quelque chose qui m'énerve un peu. Soit c'est un prétexte et il n'y a pas de souci. Sinon, on trouve justement souvent ce côté, en fait, c'est une liste de courses. Tu fais une liste de courses et tu as un nombre de points. D'accord. Ça peut être très intéressant, j'adore Century, par exemple, et on retrouve ce côté liste de courses pour obtenir une carte qui fait tant de points. Bon, pas de souci. Mais sur les jeux de cuisine, je trouvais ça un peu pauvre. Là où par exemple un jeu comme Sandwich apporte une vraie créativité autour de la recette. Et je voulais retrouver un peu cette créativité qu'on a sur Sandwich, mais avec un vrai jeu de points. Et donc on a ce côté points, où on est vraiment, on récolte sur 2 rivières de cartes des points qui vont nous permettre de faire des combinaisons. Mais les 3 recettes qu'on doit prendre dans la limite de temps de 12 tours, puisque c'est un concours de cuisine, ces recettes-là, elles sont totalement libres. Bien sûr, il va y avoir des choses qui vont plutôt comboter avec d'autres. Et là, j'ai pris mon passé de chef pâtissière pour faire les combinaisons d'aliments que nous, on fait régulièrement en cuisine, parce que la cuisine, c'est pas une recette, c'est de la chimie. Et savoir faire de la bonne chimie, autant gustative que vraiment la chimie purement théorique. Et je voulais qu'on retrouve un peu ça, mais avec un mécanisme de points, avec quelque chose qui puisse un peu enjailler des joueurs familiales plus, ou un tout petit peu vétérans, quoi. Théo, j'ai vu réagir plusieurs fois sur ce qu'elle disait par rapport alors, plus aux sensations de jeu, j'imagine, mais parce que du coup, t'étais en accord ? Ouais, il y a un truc qui est rigolo, c'est que Pearl est passé dans Prototypes. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de voir son proto. Donc j'étais content parce que c'était... On en parlait un peu en introduction, mais Prototypes, moi c'est un format que j'adore, mais qui est un peu frustrant parce que je joue jamais aux jeux qu'on présente. Et donc je me dis, cool, ça a l'air cool, j'y jouerai jamais. Donc là j'étais content quand tu m'as annoncé que t'étais là. Donc il y avait un truc de cool, on va se rencontrer et puis je vais pouvoir voir éventuellement ce prototype-là. Et quand j'ai compris que c'était le proto que tu présentais, j'étais d'autant plus ravi. Et effectivement, je me retrouve dans ce que t'évoques des sensations de jeu et des références que tu as, où moi j'adore Salade de points par exemple. Mais en fait, on s'en fiche du thème, quoi. C'est tu m'as promis un salade de points Pokémon. Je l'ai ramené, il est là, je l'ai ramené. Mais c'est vraiment un prétexte à avoir un thème. Là où moi j'adore quand les thèmes sont assez fusionnés avec les mécaniques. Et donc là, la promesse, elle est là, donc forcément, ça me donne envie. Plus j'adore la cuisine, c'est parfait. Rappelle-moi le nom, tu l'as dit peut-être pas, le nom de ton proto, parce qu'il en a un. Je suis incapable de donner des noms corrects à mes protos, donc ils s'appellent The Cooking Show. The Cooking Show, ce qui a un nom, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. On aime bien. Moi je trouve ça pas mal. C'est validé. Ça aurait pu s'appeler le jeu de la cuisine. Hein. Moi généralement la moitié de mes protos, ils s'appellent le jeu du pirate jusqu'à temps que je trouve une bonne idée, quoi. Alex. Du coup, toi, ton proto, comment tu l'as... Est-ce que tu en as plusieurs déjà dans ton passé ou dans ton truc ? Ouais, j'en ai plusieurs, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés plutôt récemment. Ouais. En fait, moi, je suis venu avec Simon, qui est un autre participant au bootcamp, avec qui on a développé des jeux ensemble. D'accord. Et en fait, récemment, là, j'ai commencé à en faire tout seul, juste par question de temps, parce que c'était compliqué de se retrouver tout le temps et de faire des trucs. Mais du coup, celui-là, c'est un jeu qu'on a développé. On a commencé, je pense, ça fait bien 2 ou 3 ans qu'on a commencé à travailler dessus. Il a connu beaucoup de changements. On est passé dans Prototypes aussi d'ailleurs, mais tu t'en souviens peut-être pas. J'ai pas encore le proto en tête. En fait, à l'époque, c'est ça. Et là, on a changé le thème radicalement. À l'époque, il s'appelait Park Life. C'était un jeu donc de combo de cartes aussi que tu vas placer. Donc à l'époque, c'était une réserve naturelle dans laquelle tu allais amener des animaux. Et en fait, on a fait une première salve de contact avec des éditeurs et on a eu quand même pas mal de retours. Il y a Ark Nova qui est sorti, il y a Savannah Park. En fait, il y a eu vraiment un truc
je sais pas à quoi c'est dû. Des fois, je sais pas, j'imagine qu'il y a des modes dans le jeu de société, quoi. Et en fait, au moment où nous on allait démarcher, en fait, il y avait 3-4 jeux qui sortaient avec le thème des animaux et de ce truc-là, quoi. Donc là, on a changé radicalement le thème, ce qui a été pas mal parce que ça nous a permis de revoir aussi certaines mécaniques, justement parce que en changeant le thème, on voulait pas le faire d'une manière juste comme ça, on remplace les animaux par autre chose et on fait le même jeu, quoi. Ça nous a permis de retravailler certains points. Et justement avec la nouvelle thématique, donc maintenant il s'appelle le banquet de Chantelune. Et donc c'est un jeu dans lequel on incarne des grands planificateurs qui organisent un événement dans un royaume un peu magique comme ça. Il y a plusieurs peuples qui vont se retrouver dans la forêt pour faire la fête. Et il va falloir faire en sorte que tous les invités de la fête se retrouvent au bon endroit, accompagnés des bonnes personnes pour du coup marquer des points. Donc c'est la mécanique principale, c'est du placement de tuiles, quoi. Et en plus de ça, il y a un petit truc d'objectif. Enfin bref. Et ça, voilà, de repartir sur ce thème-là, ça nous a permis de retrouver des idées un peu fraîches, quoi. Donc c'était pas mal. Donc là, vous êtes en co-autorat. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu t'en souviens, Théo, du coup? C'était parc africain, non, avec des lions et des zèbres? Non, il y avait des lions, il y avait pas de zèbres, mais j'ai vaguement une image mentale, mais pas à 1000%. Ouais. J'ai envie de chercher dans mes mails maintenant. Le retour que tu nous avais fait, c'est qu'on avait fait une vidéo, qui était une vidéo parce que donc moi je travaille dans le cinéma et donc je touche un peu After Effects et tout ça, donc j'avais fait une vidéo en anime et il y avait que du texte, on n'avait pas fait de voix off et c'était un peu le retour qu'on avait eu. C'était il y avait pas mal de personnes qui disaient que avoir une voix, enfin la voix de l'auteur qui présente son truc, ça peut être un plus pour rendre le truc un peu plus humain. Parce que nous c'était du coup une vidéo en anime qui était plutôt chouette, mais il y avait que de la musique et du texte, ouais. Quoi. J'ai envie de chercher, voilà. Ça me dit c'est marrant parce que je l'ai sur le bout du cerveau, tu sais, ça me dit un truc j'ai vaguement des images, mais comme tu as raison de le souvenir, il y a quand même des thèmes qui sont récurrents et des thèmes qui passent à un moment et qui restent ou pas. Et moi-même, le thème de la réserve naturelle, des petits animaux, des trucs un peu mignons, certainement inspiré par Wingspan ou Meadow ou tous ces jeux-là, ou même Parks tout simplement. C'est des thèmes qu'on a beaucoup vus, donc j'en ai passé plusieurs dans Prototypes, mais j'ai envie de revoir ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous attendez du camp en global ou précisément, je sais pas, Pearl? Moi, j'attendais un peu du camp des éléments pour réussir à me vendre. On en discutait tout à l'heure avec Léo. Pour moi, ça a toujours été compliqué de me vendre. Alors, je pense déjà parce que, en tant que personne sexisée, on nous apprend à pas faire de vagues, à faire tout ce qu'il faut faire, mais dans l'ombre, à mettre en avant les autres. Quelque chose que j'ai gardé maintenant au niveau de mon métier, parce que je suis plutôt dans l'éducation et la formation. Donc je mets en avant les élèves, etc. Me mettre en avant, moi, c'est quelque chose qui est compliqué. Pour ça, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'analyser. Je vais avoir besoin de comprendre ce que Flo va nous expliquer sur les mécaniques d'édition, ce qu'ils vont eux rencontrer en tant qu'éditeur avec les auteurs, pour comprendre, ok, moi en tant qu'autrice, je peux me placer comme ça. Moi en tant qu'autrice, je peux aussi avoir un peu la confiance en moi. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, on en avait déjà discuté avec Théo, le fait de montrer mon travail à Théo et qu'il puisse me donner quelques tips et des petits trucs, ça a été déjà un premier pas pour prendre un peu confiance en moi et me dire ok, je fais peut-être pas non plus n'importe quoi, je peux essayer de me placer un petit peu. Et là, on va dire, c'est peut-être le deuxième pas qui suit le premier pas que j'ai eu avec Théo, quoi. Donc j'imagine que demain, la phase de pitch devant tout le monde, ça va être un gros moment pour toi. Ouais, je pitch très bien les jeux des autres, pas les miens. Alex, et toi, qu'est-ce que tu attends le plus? Je rejoins un peu ce que dit Pearl, tout le côté confiance en soi. C'est vrai que là, il a beaucoup insisté sur le fait que la relation auteur et éditeur, c'était un truc d'égalité en fait. Et c'est vrai que quand on n'a jamais édité de jeu, au début, on a tendance à taper un peu à toutes les portes en espérant que quelqu'un nous ouvre et nous réponde, quoi. Et du coup, je pense qu'on peut parfois se placer de la mauvaise manière, ce qui a priori est plutôt dommage parce qu'on peut avoir des personnalités chouettes, des projets chouettes et tout ça. Donc
Donc cet aspect-là est vraiment cool de voir tout l'envers du décor, en fait, comment eux découvrent nos projets, comment ils vont les analyser demain quand on va leur faire tester les prototypes, et aussi l'aspect réseau qui, je pense, est hyper important, de rencontrer des gens du milieu, mettre des noms sur les visages et tout ça, c'est un truc qui est chouette, même avec les autres participants et participantes, de pouvoir même entre nous partager nos expériences et tout ça, c'est assez chouette. Ouais. Dernier mot, Non, je suis content. C'est beau dans ce que vous dites tous les deux. Là, il y a vraiment un truc je te rejoins un peu hors la mort sur en fait, ce qui est dur au début, c'est de se lancer et d'y aller. Et moi, un des trucs qui m'a branché fort sur Prototype, c'est ce qui m'a branché sur le bootcamp, c'est en fait, vous êtes tous et toutes déjà assez doués pour être là, de voir le niveau global. À chaque fois, je suis assez impressionné. Et donc je sais un peu d'expérience et pour en discuter régulièrement avec des gens, en fait, t'as toujours l'impression que t'es pas au top et que t'es pas légitime, mais par rapport à la masse de choses qui existent. Et c'est pour ça que j'aime bien que Flo commence aussi par présenter, par vous faire, puis par présenter des mauvaises pratiques, parce qu'il y a un côté de regardez, en fait, ces gens-là, ils font ça et ils ont pas honte de leur boulot. Vous êtes vraiment au top, vous faites un mail qui est bien supérieur. Et là, on parle uniquement de rédaction de mail. Bon, en fait, vous pouvez y aller, c'est cool, vous êtes déjà légitime et vous pouvez aller au bout du process, quoi. Donc, il y a un espèce de truc que je trouve vachement beau dans ce côté de... En fait, nous, on est presque là juste pour vous ouvrir la petite porte, vous dire non, mais vous êtes cool, hein, vraiment, allez-y, c'est top ce que vous faites, vous avez le droit de le faire, quoi. Et j'adore ouvrir cette porte parce qu'il a fallu qu'on me l'ouvre méchamment à une époque pour que je me sente bien. Et à la fois, je te rejoins aussi, Alex, sur le côté... et je sais pas ce que ça va donner, ça a très fort marché sur le premier bootcamp, mais ce côté promotion, un peu relation entre les uns et les autres, on en parlait pareil en introduction, mais moi je sais que je suis resté vachement en contact très très fort avec pas tous, mais presque tous les auteurs du premier bootcamp, et il y a un truc de... quand j'apprends qu'ils signent des jeux, je suis presque plus content que quand c'est les miens. Il y a un truc de... on reste au contact, à l'écoute, on discute, on échange régulièrement. Avec moi, avec Gros Games, mais aussi entre eux, ils ont gardé une conversation WhatsApp, et ils se donnent un peu des nouvelles, ils s'encouragent entre eux. Ça a donné lieu à du co-autorat aussi, ce qui est vachement important. Donc j'espère qu'on va réussir à recréer un peu cette belle émulation et ce côté, ça a l'air démago mais pas du tout, mais un peu familial du bootcamp, et qu'à la fin ça sera super, quoi. Et de discuter déjà avec les uns les autres et avec un peu tout le monde, il y a un truc déjà très cool dans rien que ce que vous présentez. Vous deux, il y a un truc de oui, grave, ça va être un bon moment et on va bien se marrer, quoi. Et nous accueillons deux nouveaux campeurs autour de nous, en la présence de Théodo et de Simon. Donc merci d'arriver à nos micros. Merci à toi. Je vais commencer avec Théodo, pardon. Salut. Comment tu as entendu parler du camp, toi ? C'est à cause de Théo. C'est à cause de Théo ? J'avais plus du tout... c'était une petite idée dans un coin de la tête, mais j'avais commencé des idées de proto, juste à l'écriture, même pas fait des... Et puis il y a eu un heureux événement dans ma vie. Il y a un enfant qui arrive fin janvier. Félicitations. Donc du coup la tête était complètement ailleurs. Du coup j'ai une petite notification que Théo Rivière va faire son stream, et je le prends au cours et il parle du bootcamp, et je me dis c'est là ou jamais, quoi. Sinon je ferais sans doute jamais mes protos, jamais rien. Donc je saute sur l'occasion, je regarde mon portefeuille un petit peu, puis je fais c'est mort, je regarde mon compte en banque, je fais c'est chaud. Et puis on trouve les moyens, parce que c'est quand même une occasion assez folle. Ouais. Il m'a obligé de dire ça. Non, c'est... pour moi, c'est une opportunité de mettre un œil dans ce monde. Là, déjà, c'est la première journée. On a eu Mathieu de Cocktail Games qui nous a fait une présentation qui était assez énorme cet après-midi. Ouais. On apprend plein de choses. Il y a la rencontre avec les autres créateurs qui vont venir. Et puis, juste déjà en une journée, j'ai bouffé beaucoup. Et savoir que demain, on va poser et placer nos protos, je pense que il faut attendre vraiment. Je sais pas, l'idéal ce serait que mon proto soit juste jouable à la fin du. Moi je pars de tout en bas, voilà, c'est un tout premier proto, mais avec des idées et puis l'envie de jouer surtout. On va y revenir. Du coup, toi Simon, pareil, comment t'as entendu parler du bootcamp ? Moi j'avais déjà entendu parler de la première édition. Ouais. Et j'avais déjà hésité, mais j'avais pas trop le temps. J'avais entendu parler de ça un peu tard, au moment où ça avait été annoncé. Ouais. Et là, du coup, j'étais préparé plus
plus ou moins en me disant peut-être que cette année je vais le faire. Et comme j'ai un pote avec qui je crée beaucoup de protos qui le faisait, du coup je me suis dit allez j'y vais. Et du coup c'est comme ça on s'est décidé allez on y va. Du coup tu es en co-autorat aussi ça? Ouais, avec Alex. Avec Alex pour le banquier de Chantelunes. Ouais. D'accord. Okay. Donc du coup Théodo, est-ce que tu peux nous pitcher vraiment en quelques lignes ton proto? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta besace? Alors le jeu pour l'instant s'appelle Chasing the Chibawanas, on va juste dire Chibawana. Ce sont des petites créatures et l'idée c'est une course où on va essayer de les capturer et pour faire le circuit en fait on va utiliser le dos des cartes. Donc le circuit apparaît au fur et à mesure du jeu, on va jouer chacun son tour pour dessiner le circuit et après on va jouer sur une partie du circuit, une étape. À chaque étape on récupère un Chibawana qu'il faut ramener. Donc évidemment on peut essayer, ceux qui sont plus lents et qui sont derrière vont essayer de frapper ceux qui reviennent, donc ils sont pas forcément perdus dans la course. Et voilà, on a un petit jeu d'aller-retour un peu comme dans Mad Max, ils font l'aller-retour, mais avec une création du terrain et en fait il y a une limite de cartes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on peut plus piocher, donc on commence à repiocher le bout du terrain qu'on vient de poser, donc le bout du terrain s'effondre, donc il faut recourir parce que ça s'effondre derrière nous aussi. Voilà, donc il y a des petites idées rigolotes, comme je vous dis on joue avec le dos des cartes pour construire le terrain, mais du coup il faut choisir qu'est-ce qu'on pose pour construire le terrain et qu'est-ce qu'on garde dans la main pour pouvoir se déplacer ou tirer. Ok, d'accord. Théo, je crois que tu disais que t'avais très envie de jouer à celui-là quand on a vu les mails. Ouais, sur le pitch, ça me chauffe bien. J'aime. À la fois, j'adore les jeux de cartes, donc forcément, un jeu de cartes, ça me donne trop envie. J'adore cette méca-là que t'évoques de piocher, jouer et de petits dilemmes, c'est vraiment très chouette. J'aime pas du tout les jeux de course, donc il y a ce truc-là de. Je suis toujours curieux de jouer à des trucs qui m'attirent d'un côté et m'attirent pas de l'autre, donc j'ai hâte de jouer. Ok. Simon, toi, qu'est-ce que tu peux nous pitcher? Moi, je triche un peu, du coup, j'en ai deux, vu que j'ai celui d'Alex avec qui j'ai fait. Le banquier de Chantelunes qui nous a présenté. Ouais, vas-y, pitch le deuxième, du coup. Le deuxième, alors, il est beaucoup moins avancé que l'autre. Mais en gros, c'est un jeu d'ambiance, mais jeu de rôle, mi-jeu d'ambiance. D'accord. Où en gros, on incarne un roi et ses conseillers. Et on doit gérer des événements qui arrivent tout au long du jeu. Et sauf que c'est quasiment que de la parlotte. En fait, c'est qu'au début, le jeu était un peu plus complexe et on a remarqué que ce qui nous intéressait vraiment, c'était toute l'interaction qu'il y avait entre essayer de manipuler certains pour... le but, c'est toujours d'arriver à son objectif personnel qui n'est pas toujours en accord avec celle du royaume. Et du coup, on a essayé d'épurer au maximum pour que ça soit vraiment un maximum de parlotte, quoi. Donc c'est vraiment, après, c'est assez simple, mais ça ne plaira pas à tout le monde vu qu'il faut quand même être à l'aise pour parler... et surtout improviser. Mais l'idée vraiment c'est clairement inspiré de Game of Thrones et des conseils qu'il y a où on essaye par des habiles stratégies à essayer d'avoir tel ou tel truc. Et un peu de politique, un peu de tirer les ficelles des autres. Exactement, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est vraiment arriver à convaincre le roi de choisir la solution qu'on a parce que ça nous arrange et voilà, c'est ça l'idée. Du coup, je reviens sur toi, Théodo. Qu'est-ce que tu en parlais un peu au début? J'ai une question justement. Vas-y. Convaincre le roi, il est scénarisé ou c'est un des joueurs du coup? C'est un joueur. D'accord, il y a un des joueurs qui est le roi. Et les autres joueurs peuvent devenir le roi, mais ça met fin à la partie directement. C'est une des fins de partie. Prendre la partie, d'accord. Donc du coup, non, je te disais, tu en parlais au tout début, mais qu'est-ce que tu attends spécifiquement du camp? Ouais, en tant que humain, en tant que créateur, je suis tout petit, vraiment tout jeune, tout bleu. Et donc là, c'est juste recevoir, apprendre au maximum et puis les rencontres, parce que ça, c'est aussi une des richesses. Je suis dans un univers où le jeu de société, ça reste un truc occasionnel, donc faire un petit jeu d'ambiance ou jeu d'apéro, ouais. Du jeu plus gros, ils vont faire une partie pour me faire plaisir. Mais une, c'est déjà trop. donc là, du coup, comme mon jeu, on est sur de l'initié, on n'est pas sur un gros jeu. Mais du coup, je vais pouvoir confronter à des gens qui ont déjà joué, qui ont déjà créé. Enfin, ouais, là, c'est working progress, l'humain, l'auteur, plus que le jeu. Toi, ton type de jeu à la base, c'est quoi? T'es joueur de base de jeu de plateau, jeu de rôle ou... Jeu vidéo. Jeu vidéo pur. Ouais. D'accord. Plutôt jeu vidéo. Après, en Quel jeu... genre? Quel genre de jeu vidéo? Alors par contre vraiment très large, ça peut être autant du jeu de gestion que beaucoup de FPS, j'ai une grosse période FPS. D'accord. Je suis de l'époque bêta de Counter-Strike, je suis pas tout jeune. Et donc du coup, non, en jeu j'ai vraiment touché. Et puis j'ai commencé sur Amiga quand j'étais petit, j'avais la chance d'avoir un papa qui travaillait sur ordinateur, donc il m'a mis sur l'Amiga dessus tout de suite. Donc vraiment j'ai les jeux vidéo depuis l'époque, depuis la fin des années 80, donc ça commence à faire... Ouais. Ok. C'est marrant ce passerelle jeu vidéo, jeu de plateau finalement, parce qu'on peut être créateur de jeux de plateau, mais finalement pas être forcément très joueur soi-même. Ouais, je crois qu'au global ça se recoupe quand même assez régulièrement. Déjà parce que le jeu vidéo c'est pour moi un des meilleurs jeux solo possibles. Ouais. Il y a quand même vraiment ce côté de quand tu veux jouer en solo, les jeux vidéo sont vraiment très bien pour ça. Et à la fin tu joues, il y a le même truc, le même plaisir, le même côté découverte de jeu. Et je sais pas si toi c'est ton cas, mais je sais que moi je suis très joueur de jeux vidéo.
Et je suis ponctuellement frustré par ce côté de j'aimerais trop bricoler des jeux vidéo, mais j'ai pas les connaissances techniques pour le faire. Du coup, je peux pas le faire, alors que les jeux de société, ça demande une technicité qui est un peu moins importante, un apprentissage qui est un peu moins large au départ. Et donc, j'irais pas jusque dire que je fais des jeux de société parce que je sais pas faire des jeux vidéo, mais des fois, je ferais bien des jeux vidéo de faire des jeux de société, mais je sais pas faire quoi. C'est exactement ça. À la base, c'est on t'imagine des jeux, tu fais des trucs, et puis moi j'ai touché un tout petit peu le code, et honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'éclate. Puis les jeux, même les petits jeux aujourd'hui, à moins de faire ça tout seul et de bosser pendant 5 ans comme un fou, même un petit jeu, ils sont 30. Enfin, c'est hallucinant. Mais faire du jeu de société, il y a le côté lâcher l'écran, et puis il y a le côté, j'ai juste besoin d'un ciseau, des cartons, et puis mon imagination. Et ça, c'est quand même un peu magique, quoi. Il y aurait une relation à faire qui serait intéressante sur temps de développer de jeux vidéo en termes de code et de réflexion qu'il y a, et temps de développer un jeu de société et d'itération qu'il y a autour de ça. Et je suis sûr qu'on n'arrive pas si loin que ça en fait. Ouais, c'est probable. Je crois que le jeu de société a un avantage sur ça, c'est l'itération facile. La première itération est rapide en fait. Ouais, bien sûr. Alors, et je sais que le jeu vidéo passe par des prototypes papier ponctuellement, justement pour aller vite sur cet espace-là. Juste de temps global. Sur Du coup, Simon, toi, la question c'était qu'est-ce que tu attendais de base du bootcamp et ce que tu en attends aujourd'hui? Moi, je pense que ce que j'attends le plus, c'est vraiment de m'améliorer dans le processus de création. Moi, j'ai toujours été un peu dans le processus de création, que ça soit... Je viens d'un milieu du cinéma, à la base. J'ai écrit beaucoup de scénarios, avec Alex notamment. On change pas une équipe qui gagne. Les binômes. Le but, vraiment, c'est rencontrer des gens qui ont aussi cette affinité avec la création. Et puis prendre des conseils de gens qui ont édité des jeux et qui ont créé des jeux. Toi, du coup, tu touchais déjà à la création dans le milieu du cinéma. Est-ce que tu recoupes certaines affinités aujourd'hui? Oui, clairement. Sur l'après-midi déjà? Dans la création de jeux de société. Dans l'idée, dans la dynamique, la façon dont ça se passe. Hein. Surtout je trouve entre la création d'une série, d'une bible de série, et la création d'un jeu. Il y a un truc très mécanique dans le fait de relier les épisodes entre eux, de faire des arcs narratifs qui sont à la fois sur un seul épisode et qui sont sur l'entièreté de la saison. Et ça, c'est des trucs que je retrouve des fois, même sur des jeux qui sont pas narratifs. Une sorte d'essayer de trouver une logique entre tout, que tout s'embrique le maximum, et même qu'il y ait une sorte aussi que la thématique des fois te donne des idées de mécanique et inversement quoi. Je te vois dodeliner de la tête, Théo. C'est vachement intéressant. J'avais jamais fait ce rapprochement dans ma tête en fait, de se dire que effectivement une série est construite souvent de petites briques qui vont faire un grand tout, du moins celles qui me plaisent, et que les mécaniques de jeu, même sur un jeu pas narratif, c'est quand t'as dit ça que ça m'a fait pas mal dodeliner en fait chaque méca doit amener à un tout qui est cohérent. Et à la fin, ce que tu regardes dans une série, c'est ton expérience globale d'une saison, voire d'une série entière, de se dire ok, peut-être que cet épisode tout seul, là, si je le regarde, il est pas mal, mais oui, sorti de son contexte, il est moins ouf. Peut-être que cet épisode-là, il est incroyablement bien. Et pareil, dans un jeu, des fois, tu te dis, cette petite méca, là, elle était pas folle. Celle-là, elle est vraiment brillante, mais l'assemblage de tout fait un tout vachement cohérent. Ou même, des fois, juste, tu changes un petit truc sur ton proto, et là, tout de suite, ça prend forme. Tu te dis, c'est fou, c'est un petit truc. Et t'as un peu la même chose avec un changement narratif sur un perso il lui arrive un truc qui était pas prévu, et finalement, ça va ouvrir d'autres portes, et ainsi de suite, quoi. Super intéressant. Ouais, ce que tu évoques, c'est un des trucs que j'adore dans le game design, l'aspect un peu holistique, du moment où tu te dis oh merde, il manque une méca ou il manque un truc, et je compte plus le nombre de protos où je pense à 61 feuilles typiquement, qui est le dernier truc que j'ai fait pour Access 6 Jeux, qui est un petit run and write, et ma méca préférée, c'est vraiment une méca qui est arrivée à la fin, où au départ c'était un jeu où on lançait 2 dés et on s'en servait pour faire 2 choses, et j'ai introduit un 3ème dé parce que mécaniquement et mathématiquement, en fait, avec 2 dés on était trop souvent bloqué, et alors je me suis dit faut que ce 3ème dé il serve à un truc, parce que là il sert à rien, c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, ce à quoi sert ce dé qui est arrivé vraiment à la toute fin, c'est ce que je préfère dans le jeu. Et il y a vraiment ce truc je crois que c'est la vraie bonne idée, et elle est arrivée vraiment à l'arrache de il me manque un truc, je vais mettre ça. On essaie. Putain, c'est bien ça en fait, je crois. Et c'est fou comme souvent ça arrive, je trouve. Donc nous accueillons autour de la table Mathieu et Marc pour la fin de cette première journée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je vais commencer par toi. Est-ce que déjà, comment tu as entendu parler du camp, du Greux Camp? Moi je suis pas habitué d'être la personne qui est interviewée dans un podcast. Parce que moi j'ai l'habitude d'avoir mon propre podcast, justement avec 2 de mes amis, Benji et David. Et puis c'est Benji qui m'a parlé
ce camp parce qu'il savait que j'étais en train de travailler sur un prototype. Et en plus de ça, moi, je m'entends plutôt bien avec Céline et puis Florian. Flo, ouais, pardon. Donc voilà, c'est de là que j'ai entendu parler du truc. Et puis, en fait, je suis tellement à fond dans tout ce qui entoure le milieu du jeu que je me suis dit, pourquoi pas un peu me lancer là-dedans. Alors que moi, je pense que contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas nécessairement 12 000 prototypes chez moi dans mon sous-sol. D'accord. J'en ai un, j'ai une idée, je vais mener cette idée jusqu'au bout. Si ça marche pas, tant pis, quoi. D'accord, ok. C'est comme ça que je vois le truc, quoi. Bon, on va y revenir. Marc, toi, comment tu as entendu parler du camp ? Alors moi j'en ai entendu parler par l'annonce sur Facebook parce que je suivais la page de Greux Games et j'avais quelques prototypes qui dormaient chez moi dont j'avais rien fait jusqu'à présent et quand j'ai vu l'annonce ça a résonné et du coup je me suis inscrit. Ça t'a donné envie ? C'est ça. Mathieu, du coup ton proto, toi ton seul et unique, celui que tu as apporté, c'est quel type de proto ? Alors, c'est un jeu... Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est cette idée d'une main carte qui est fixe. Un peu à la Bonanza. Récemment, j'ai joué à Scout, qui a un peu cette idée-là. Et puis, donc, moi, c'est un jeu où on a 6 cartes en ligne. Et à tour de rôle, les joueurs ils vont prendre une carte qui devient donc leur 7e carte, ce qui fait donc avancer toutes les cartes. Celle qui sort va faire un effet. Et puis va vous donner soit des points, des bonus ou des malus, selon le type de carte que c'est. Et puis, c'est qu'éventuellement, le jeu va devoir stopper et on va devoir scorer les cartes selon leur position. Donc, par exemple, tu as telle carte qui va valoir plus de points si c'est en position 3 qu'en position 1 et ainsi de suite. Donc, c'est cette idée de gérer qu'est-ce que tu préfères, de faire sortir des cartes pour faire des points ou de les garder dans ton jeu et puis espérer que le temps s'écoule au moment où tu as le meilleur combo, quoi. C'est un peu ça, en gros, le pitch, quoi. Théo, je te voyais Dodlin les Data encore une fois. Est-ce que tu connais le projet ou pas ? Non, je suis un Dodliner fou. Non, c'est rigolo parce que c'était la mécanique de départ du proto de The Loop. Avant qu'il y ait cette histoire de deck building et de j'utilise des énergies pour louper mes cartes. Le prototype initial de Maxime, quand il m'a invité sur le projet, c'était on avait X cartes en main et à chaque tour on en récupérait une, on faisait tous les effets, on les glissait comme ça au fur et à mesure. Tiens. Alors c'était moins central en termes de gameplay, c'était vraiment une feature parmi un jeu qui était The Loop, quoi. Donc c'était vraiment juste la gestion de cartes. Mais je suis curieux de voir, et les deux rêves que tu évoquais, notamment Scott, que j'ai vraiment beaucoup aimé, me donnent tout de suite envie d'y jouer, donc j'ai hâte de voir ça. À voir. Marc, du coup, toi, ton proto, ça tourne autour de quoi ? Alors moi, ça tourne autour de prétendants qui doivent gagner en points de prestige pour pouvoir s'emparer du trône. Et pour ça, ils vont bâtir des cités en les peuplant avec des citoyens qu'ils ont dans leurs mains. Donc ils vont devoir combiner les pouvoirs des citoyens, les poser dans les différents quartiers de leur cité, en jouant avec les aléas du destin et en interagissant avec leurs adversaires pour comploter, magouiller et réussir à leur prendre des points de prestige. D'accord, donc on est sur un jeu de cartes, de pose de cartes ? Oui, ouais, pose de cartes. Comment t'es venu l'idée du jeu ? Est-ce qu'il y a un truc, une mécanique spécifique que tu aimes autour de ça, ou est-ce que c'est une idée qui t'est sortie Alors, à la base, ça vient d'une frustration. Je saurais plus dire quel était le jeu de départ qui m'avait frustré, mais c'était le fait de me dire il manque quelque chose à ce jeu-là. Ça faisait un certain temps que je pratiquais le jeu de société, et au lieu de râler et de me dire il manque des choses, je me suis dit il faut que j'essaye, et c'est comme ça qu'est venu ce premier prototype. Ok, d'accord. T'es gamer, du moins ? Jeu de plateau, je veux dire, ou autre chose, t'as le droit ? J'ai un peu plus de 1200 jeux chez moi. D'accord, donc t'es gamer, d'accord. Quel est ton type de jeu favori, mécanique ou jeu, tout simplement ? Alors moi j'aime bien les jeux coopératifs avec Félon, mais après j'ai un panel de jeux assez large. En fait ça dépend surtout des amis avec lesquels je joue. D'accord, donc tu es la personne qui s'adapte au jeu aux autres. En tout cas c'est ça qu'on veut, quoi. Quand vous jouez quand vous jouez à un jeu et qu'il y a un truc qui vous énerve, cette méca là que vous aimez pas ou ce truc qui vous embête, canalisez toute cette rage là face à un jeu qui vous plaît pas et faites des nouveaux protos avec. C'est une très bonne source de motivation et de départ créatif. Toi tu as déjà eu ça ? À mort, ouais. Je pense j'ai pas d'exemple concret en tête, mais de se dire oh là, cette bonne idée là, elle me plaît pas dans tout le reste, et je vais repartir de cette sensation là ou de cette méca là ou de cette expérience pour en faire tout à fait autre chose. Ça peut vraiment être une bonne piste de départ. Toi Mathieu, ton idée de proto, elle est venue comment ? Alors moi à la base, moi ça m'a toujours fait rire la question de, tu sais, parce qu'on est des gens qui aiment les jeux de société, est-ce que tu vas créer un jeu ? Moi je me suis toujours un peu moqué de ça, d'ailleurs je pense que je t'en avais parlé quand on avait fait le podcast ensemble, puis moi je me suis toujours dit mais non mais je vais pas créer un jeu, c'est pas parce que j'écoute de la musique que j'ai envie de l'en jouer, tu vois. Et puis en fait une journée j'ai eu une idée comme ça pour un jeu qui était... Alors pas du tout sur la thématique que je vais vous présenter demain, mais qui était un jeu sur l'école en fait.
Et puis étant donné que moi je suis enseignant, puis je me suis dit je vais essayer de trouver un jeu qui émule la... Je sais même pas si c'est un mot, émule, mais c'est une francisation. C'est ça, that emulates le fait d'avoir une classe puis de gérer une classe. Et donc cette idée que tu as un nouvel élève qui arrive en classe, l'autre il a échoué, donc il refait l'année et tout. Donc cette idée que ça fait tourner. Et puis, en fait, j'ai la chance d'avoir Sébastien Pochon, qui vit juste à côté de chez moi, qui est un peu devenu un ami maintenant. Et puis, je lui ai présenté le jeu, et puis il a aimé beaucoup de choses dans le jeu, mais il dit, mais ta thématique... je suis désolé, mais personne ne veut aller à l'école. Après tu passes ta journée, c'est comme tu veux pas faire un jeu sur les taxes, payer tes impôts. C'est un peu la même chose avec l'école, tu vois. Et donc, j'ai changé la thématique. Et puis maintenant, je pense qu'il reste plus rien qui fait penser à l'école. Mais moi, dans ma tête, je vois encore le truc. C'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu attends du camp en général? Alors, comme je dis, est-ce que tu as une idée en tête Étant donné que moi, j'ai pas comme nécessairement une vocation de création de jeu. Moi, j'ai surtout envie de voir qu'est-ce qu'on va me dire. Parce que moi, dans ma tête, j'ai déjà 2-3 trucs que je sais qui vont peut-être pas dans mon jeu. Puis limite, si quelqu'un me dit « Oh non, c'est trop bien », je vais me dire « c'est pas vrai, tu vois. » Je sais qu'il y a des trucs qui jouent pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Et puis, comme je l'ai déjà dit, je suis un peu tellement intéressé par tout autour du milieu du jeu que juste de pouvoir en parler avec des créateurs de jeux, puis vraiment dans le concret, puis pas juste « mais comment tu as eu l'idée pour ce jeu-là? » Donc ça, c'est vraiment les trucs que j'ai hâte de voir. À quel point je suis peut-être à côté de la plaque, quoi. Et toi, Marc, du coup, qu'est-ce que tu attends le plus? Moi, j'attends d'avoir des feedbacks sur le jeu pour pouvoir l'améliorer. Parce que même si Flo a dit que un prototype, ça s'arrêtait quand on décidait de l'arrêter, en fait, moi, je suis jamais satisfait. Donc, autant prendre un maximum de retours et puis l'améliorer avec ces feedbacks. Et puis l'idée, vu que c'est des prototypes qui traînent chez moi depuis un certain temps, l'idée, c'est de voir ce que je peux en faire derrière. J'ai jamais franchi le pas pour essayer de contacter des éditeurs parce que je connaissais pas du tout le milieu. Et donc l'objectif du bootcamp, c'est aussi de récupérer un maximum d'infos sur comment ça fonctionne après, quelles sont les démarches, et puis rencontrer des personnes et voir un petit peu ce qui est possible de faire pour la suite. Est-ce que tu as un conseil au débeauté sur franchir le pas éditeur? C'est un super dur. Ouais, c'est pas forcément évident. C'est un peu con, mais les conseils que je donne régulièrement sur faire les choses, c'est il faut le faire, en fait. Parce que moi, je sais que sur plein de sujets différents, et c'est pas que dans la création ludique, mais il y a ce côté de... Pendant longtemps, tu te dis, je vais attendre le moment où je me sens 100% prêt. Et c'est marrant parce que c'est un truc que j'entends beaucoup sur la paternité, qui est pas un truc qui me parle autant, mais en fait, le moment où t'es prêt, c'est le moment où tu sais que tu seras jamais prêt. Et donc, il y a vraiment ce truc de se dire... je pose parce que c'est pas le bon moment, ou il y a ça qui m'emmerde, ou j'ai pas le temps, ou je vais pas y aller. Et à un moment, sans que tu saches pourquoi, tu te dis ouais non en fait j'y vais là, parce que si je pose toujours, ça sera jamais le moment où je me dis ok là les planètes elles s'alignent, j'ai du temps devant moi, j'ai un peu de sous de côté, tout se passe bien, ok je peux faire un truc. Donc des fois juste y aller à un degré différent en fonction de sa vie et de ce qu'on a envie de faire. On est toujours sur la création ludique, on est plus sur la paternité. Toujours y aller au moment où on se dit ok c'est le bon moment, des fois il faut y aller tout de suite quoi. Merci à vous messieurs, j'espère qu'on se reverra demain soir pour faire un premier bilan. Merci Théo, on va clôturer cette première journée comme ça. Incroyable. Et puis écoutez le second épisode pour voir la suite de cette merveilleuse aventure. Des bisous. Fin de transmission.